Nach Ihrem Befehl, mein Führer! C'est un haut cadre de l'Union sacrée de la nation. Il a soutenu le président Tshisekedi, continue de le soutenir. Une personne qui était pressentie même candidat président de la République aux élections de 2018. Mais il a un peu disparu des points à un moment. Il n'est plus à présenter. Fillou Ndondoboni, président du parti Orange. On vous appelle président dans votre parti avec beaucoup de respect. En tout cas, là, on vous le concède. Bonjour beaucoup. Bonjour monsieur Fillou. Bonjour, monsieur Dan. Ça fait très longtemps? Oh, ça fait très longtemps, et on est là. Le temps passe très vite, hein? Oui, très vite. Les années passent, le pays, les années passent, les actes que l'on pose nous rattrapent, et les responsabilités que nous sommes censés avoir sont en train de s'accroître, d'augmenter, et les défis ne deviennent que de plus en plus importants. Les attentes de la population restent énormes, mais nous avons la responsabilité et l'obligation de régler le problème de la population, d'annuler ces défis, et les attentes de la population trouvent leur solution. Et ça, c'est le rôle qui est nôtre, la responsabilité qui est nôtre. Vous avez soutenu le président Tshisekedi avant les élections, il a été élu, vous avez été content, vous l'avez accompagné. 4 ans après, est-ce que vous êtes content de la façon de la gérer le pays? Non, 4 ans après, c'est une action planifiée, c'est un travail de management important. Parce que vous savez, pour atteindre un objectif, il faut mettre en place une procédure, il faut mettre en place un plan pour atteindre ces objectifs. Parce que la complexité du problème du Congo est tellement vaste, est tellement sérieuse qu'il faut une bonne méthodologie pour atteindre les résultats. Parce qu'il y a une première question, par où commencer ou par quoi commencer? Parce qu'il y a des problèmes partout. Or, pour régler ces problèmes, il faut mettre en place un plan avec une méthodologie. Vous savez, les problèmes sont là, mais il faut avoir les moyens pour régler ces problèmes. Si tu n'as pas les moyens, tu ne résolveras pas le problème. Ouais. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, les problèmes sont là, mais il faut avoir de lois. Parce que nous sommes dans une communauté, il faut avoir la facilité d'arriver à matérialiser ce que l'on veut faire. Si les lois n'existent pas, il faut que ces lois existent pour qu'on travaille sur base de ces lois ou faire des réformes. Alors, vous comprenez, quand on gère un État, tu peux avoir la volonté de faire A, mais si les A là, avant de le faire, on ne t'offre pas le cadre, la méthodologie ou la procédure de le faire, donc, il faut commencer par mettre en place cette procédure. Donc, vous parlez de cette procédure, du c'est cadre pour dire qu'il y a eu un plan. En quelque sorte. Le chef de l'État a mis en place un plan, et ce plan est en cours. Il a commencé dans ce plan d'abord par mettre en place un système qui le permettra de gérer, et la mise en place de l'Union sacrée. Vous savez qu'avant, il y avait un système avec la coalition FCCK, c'était très difficile la gestion. Il a mis en place pour se donner une majorité au sein de l'Assemblée nationale. Deuxième étape, il a dit qu'il faut qu'il se donne de moyens. Et pour avoir ces moyens, il faut de réformes, il faut une diplomatie, il faut se crédibiliser, il faut que le regard du monde extérieur vers soi change. Donc il a fait ce travail énorme, il s'est donné des moyens en interne comme en externe avec la crédibilité qu'il a obtenue. Donc en interne, il y a un budget. Je suis d'accord avec vous, votre rhétorique, même la sagesse avec laquelle vous le dites. Laissez-moi terminer. Oui. Et maintenant, la troisième étape, c'est la matérialisation de problèmes de la population avec le projet de 145 territoires, dans lequel la question sociale, la question économique, la question organisationnelle, tout se retrouve dans ces blocs-là par territoire, pour que le développement se fasse de manière globale. Parce que les Congos, ce n'est pas seulement Kinshasa. Les Congos, ce n'est pas Lubumbashi. Les Congos, ce n'est pas... les Congos, c'est tout le territoire. Tout le territoire, même, comme même Massissi, c'est tous les territoires. Évidemment, il y a des éléments qui fragilisent la question sécuritaire et autres,
Mais quand on assume une responsabilité, on sait intégrer tous ces paramètres pour atteindre le résultat. Donc aujourd'hui, finalement les élections, les institutions qui sont issues de ces élections, est-ce qu'ils ont satisfait? Finalement, on se posera la question d'aller même plus loin. Est-ce que les élections, finalement, c'est un moyen qui peut permettre à la RDC d'atteindre le développement tant recherché? Les élections... Parce que c'est le 4e cycle. Il y a eu le cycle de 2006, 2011, 2018. Maintenant, on est au 4e cycle. Les problèmes, ce n'est pas... Du point de vue de développement, on a l'impression que le Congo n'avance presque pas. Est-ce que les élections, finalement, c'est une... Non, le problème, ce n'est pas les élections ou... le problème, c'est nous, en fait. La décision, à un certain moment, qu'on se le dise, qu'on prenne la décision, la responsabilité, c'est de dire, lèvons-nous et bâtissons. C'est-à-dire, quand il y a une personne que l'on a choisie, qui est là, soutenons la personne pour qu'effectivement, nous bâtissions, en fait. Le problème, c'est que ça, c'est les comportements un peu de pays africains, d'une manière générale. Vous allez voir quelqu'un en train de construire ici, mais l'autre en train de faire le contraire pour que prochainement, il soit beaucoup plus populaire par rapport à lui. Donc, vous comprenez que ça n'aide pas le pays à aller de l'avant. Et pourtant, la population s'en fout de X, Y ou Z. Il a besoin que ses problèmes, ses préoccupations soient réglées, en fait. Tout à fait. Alors, quand on a le regard de la République, c'est-à-dire, on fait tout pour l'intérêt de la République, peu importe ma couleur politique, peu importe ce que je suis en termes d'idéologie et autres, mais les soubassements, c'est la République. Il faut que ce que je fasse aille dans les sens de l'intérêt de la République. Vous avez parlé le problème, c'est nous, c'est-à-dire le problème, c'est l'homme congolais. L'homme congolais, oui. L'homme congolais... En quoi l'homme congolais est-il un obstacle? L'homme congolais doit avoir... l'homme congolais est à mesure pour ses intérêts égoïstes, personnels, de sacrifier l'intérêt général. Ils ne sont pas nombreux ceux qui peuvent se dire je sacrifie mon intérêt personnel pour l'intérêt général. Ils sont très, très nombreux. Ils ne sont pas nombreux. En tout cas, ils sont rares, ces genres de personnes. Donc, et c'est ça, justement, le problème. Quand nous avons un leadership aujourd'hui, comme celui du président Tshisekedi, le président Tshisekedi, ce sont des leaderships qui sont rares. Dans le sens, ils voient l'intérêt général au lieu de voir ses propres intérêts. La preuve, il s'est retrouvé à Mbujimayi, la dernière visite, on lui a posé des problèmes que le Kasaï avait, des sérieux problèmes d'infrastructure. Mais la réponse que leur a donnée, il pouvait dire, hein, je suis quand même, je viens de ces côtés-là, je peux rapidement régler les problèmes. Mais il a donné une réponse disant que non, écoutez, vos problèmes trouveront une solution dans le cadre du projet des 145 territoires. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le regard est de la République. Le regard n'est pas sectoriel. Ce n'est pas parce que je suis de X, Y ou Z que je devais avoir beaucoup plus d'attention. Mais le mal aussi est que les dirigeants qui viennent se font entourer par les mêmes personnes. Ceux qui ont dirigé avec Mobutu, ce sont ceux qui ont dirigé avec Kabila, et c'est aussi les mêmes personnes qu'on voit avec Tshisekedi. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi les dirigeants qui acceptent ceux qui ont échoué de les accompagner? Parce qu'une recette qui n'a pas donné... Mais justement, c'est justement ça. Voilà pourquoi le chef de l'État est en train de travailler pour s'offrir une majorité aux prochaines élections. Parce que, vous savez, quand vous acceptez un système politique, vous devez aussi accepter ses conséquences. Donc, il y a une majorité qui s'est dégagée avec un mélange de toutes ces personnes dont vous avez parlé. Donc, ce qui fait que par rapport à la mise en place des structures fonctionnelles, le gouvernement, les entreprises publiques et autres, ces gens-là, par rapport à leur poids politique, exigent. Ça, c'est la faiblesse de cette réalité purement politique, vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas aller au-delà de cela. Voilà pourquoi nous disons que, effectivement, l'union sacrée est là, c'est bien, le chef de l'État a la majorité, mais quelque part, elle pèse, dans le sens que une personne qui s'est donné des députés à la législature passée, cette personne vaut peut-être 4 ou 5 membres du gouvernement. Et c'est cette personne qui présente ces membres du gouvernement. Donc, vous comprenez que c'est une situation assez délicate à gérer et il faut faire avec, aller de l'avant. Voilà pourquoi la situation est contournée par d'autres mécanismes de contrôle
du genre l'IGF et autres, pour que ceux qui ont des comportements un peu égarés soient mis à nu et que la justice s'en charge. Aujourd'hui, la personne, sur le plan sécuritaire, les députés qu'on a arrêtés dernièrement, qui a toujours été dans les systèmes, participant à tous les éléments du système, mais aujourd'hui, il fallait qu'il y ait un Félix Tshisekedi qui puisse se dire, voilà, il faut que tout ça s'arrête. L'identification de la personne a été faite, a été remis entre les mains de la justice. Donc, le pays est dans ce genre de problèmes, et c'est tellement complexe que on s'est retrouvé ancré dans cette situation depuis des années. Et il faut un leadership différent justement pour changer tout ça. Ça ne vous fait pas un peu mal de voir ce qu'on reprochait aux autres, à ceux qui ont dirigé de façon totalitaire, comme on le disait dans le passé, reproduire, c'est-à-dire ces comportements-là reproduits aujourd'hui, notamment vous avez suivi ce ping-pong entre le gouvernement et la CENI, qui dit que le gouvernement dit que l'argent est là, la CENI dit ça fait longtemps que je ne suis pas financé, je suis bloqué. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas de problème. On l'a vécu depuis 2006, 2011, 2018, mais aujourd'hui, est-ce que ça ne vous déçoit pas de vivre le même spectacle? Non, le problème, c'est une réalité démocratique. Hein. Tout le monde veut tirer un peu de son côté. Ce n'est pas vraiment une déception, mais c'est pour la chose la plus importante, c'est que la différence, hein, c'est que ce qui se fait, c'est dans l'essence de donner une solution durable, de trouver des solutions durables. Parce que s'il faut guérir une plaie, il faut absolument prendre le courage de bien penser. Et la finalité dans tout ça, c'est que la solution sera définitive. Même après ces élections, les prochaines élections, les cycles vont tourner normalement, qu'il n'y aura plus ce genre de problèmes. Ça, tu as donné un exemple côté élection. Mais il y a d'autres. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais quand on prend. Quand la CENI dit que nous avons des arrêts déjà de 2022, sur 2022 on doit avoir plus de 600 millions, on est à 400 millions, et que pour 2023 on doit avoir 400 millions et 475 millions, quelque chose comme ça, autour de ça. Et cette CENI se plaint justement que le gouvernement ne l'appuie pas assez conséquemment. À Goma, des agents électoraux manifestent pour dire que nous allons boycotter, nous allons mettre fin à l'opération d'enrôlement. Déjà, ici à Kinshasa, certains aussi se plaignent qu'ils ne sont pas suffisamment payés. Déjà, vous vous rendez compte qu'il y a un problème parce que le gouvernement a dit que nous avons une capacité plus large de mobiliser. Déjà, les régies financières sont devenues de plus en plus cette charpente qui soutient l'économie du pays. Mais comment expliquer qu'avec cette embellie financière, la CENI puisse se plaindre alors que ce sont des urgences nationales? Bon, évidemment, je crois que le président de la CENI a fait sa déclaration, le gouvernement en a fait, donc les uns et les autres devraient s'asseoir sur la table pour régler le problème. La chose la plus importante, le chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, s'est rassuré, il s'est rassuré que les élections devraient avoir lieu et que le gouvernement devra mettre des moyens. Et les uns et les autres, nous ne sommes plus dans cette période, à ces moments-là, où le ping-pong devait être spectaculaire devant la population. La population n'en a pas besoin. Tout à fait. La population n'en a pas besoin et je pense que chacun doit assumer ses responsabilités et que, conformément aux orientations et les instructions constitutionnelles et du chef de l'État, les résultats soient atteints. Si vous avez accepté d'être président de la CENI, portez la croix. Et s'il y a des choses à demander, voyez les personnes concernées. Si vous êtes bloqué, voyez les garants de bon fonctionnement des institutions pour qu'ils puissent vous débloquer, pour que la situation aille de l'avant. La situation se débloque et que les choses avancent. Vous comprenez? Parce qu'il y a tellement de problèmes au Congo. Il y a tellement de problèmes. Les Congolais ont tellement de problèmes et il a tant de solutions. Si vous commencez encore par lui ajouter d'autres problèmes de discussion de ce genre, je pense que ça n'aide pas les Congolais. Voilà pourquoi nous nous disons, le chef de l'État s'est engagé pour la tenue des élections, le respect de la Constitution. Nous y sommes encore, donc il n'y a pas de contrainte juste là. Nous sommes au mois de mars, les élections sont planifiées au mois de décembre. La CENI a pris l'engagement. J'ai assisté à la réunion à laquelle, il a fait allusion, il publiait son calendrier et qu'il disait qu'il avait rassemblé tous les partis politiques pour essayer de donner un peu, d'expliquer ce que la CENI a fait jusque-là. J'ai assisté, on a posé la question à la CENI a dit qu'il n'y avait aucun problème, tout était sous contrôle, nous allons avoir toutes les opérations et il avait tout ce qu'il fallait.
Il a fait sa déclaration. Donc, il faut qu'il assume cette déclaration jusqu'à la fin. Donc, ce qu'il faut dire que s'il y a des problèmes, à mon humble avis, il devrait y avoir un cadre de discussion permanent où ces problèmes d'ordre financier, logistique et Pas autres, dans les médias. le média, tout le monde tire de son côté, tout le monde va, ceux qui font l'opposition vont je ne sais pas, accentuer de leur manière, ceux qui sont au pouvoir vont faire de leur manière, la rue va commenter de sa manière. Ce sont des questions importantes qui concernent la République. Ces questions-là doivent se traiter dans un cadre qui va permettre à ce que quand on offre à la population voit le concret. Tout à fait. Quand Denis Kadima dit, s'il n'y a pas élection dans le délai, les conséquences seront incalculables. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bon, il a fait sa déclaration, il devra en assumer. S'il n'y a pas élection, les conséquences, on sait. Politiquement, quand il n'y a pas élection, il va se poser un problème parce qu'en 2024, le mandat du chef de l'État prend fin. Donc, nous allons nous retrouver dans une situation où, à l'époque du président Kabila, la Cour s'était prononcée pour dire reste le en président place jusqu'aux installations. C'est ce que l'opposition n'avait pas accepté à Donc, l'époque. ça, c'est déjà une jurisprudence qui existe. Donc, une jurisprudence qui n'avait pas enchanté à l'UDPS à l'époque. Donc l'UDPS peut se servir de ça comme béquille pour... C'est une jurisprudence qui existe. Négative. Donc la Cour constitutionnelle risque... Mais nous ne voulons pas en arriver là. Nous ne voulons pas arriver là. Nous voulons être dans une situation où les choses se font d'une manière normale. Mais au cas où ça devait arriver, la solution devrait être d'une manière concertée. Mais nous ne devons pas, au stade actuel, parler d'une solution concertée parce que le processus est en cours. Le processus est en cours et chacun doit assumer ses responsabilités pour que le processus aboutisse. Il y a la question de l'Est. On pose la question, est-ce que devons-nous aller aux élections sans l'Est? Il faut faire maintenant les calculs. Est-ce que le poids politique de cette contrainte à problème aujourd'hui à l'Est, si on donnait 100% de résultats à un candidat face au reste, est-ce que ces proportions-là peuvent faire assez que ça impacte sur la décision, par exemple, du président de la République ou pas? Tout ça sont des calculs à faire, des chiffres à présenter pour que les options soient levées. Vous comprenez? Donc, si à ce niveau-là, les options ne sont pas levées, ce n'est pas intéressant. Mais la CENI devrait continuer son processus de manière... En 2018, on a fait les élections. Yumbi avait des problèmes. Il n'y avait pas d'élection à Yumbi. Il n'y avait pas d'élection à Beni. Tout à fait. Mais il y a eu des élections. On peut rééditer la même... Il y a eu des élections. Et à Yumbi et à Beni, les élections ont eu lieu 3 ou 4 mois plus tard. Donc, ça, c'est aussi une jurisprudence qui a existé, qui peut être utilisée. Mais au stade actuel, je pense que la CENI a la responsabilité de poursuivre l'enrôlement. On est déjà à la 2e ou 3e zone opérationnelle. On doit poursuivre l'enrôlement pour que, au mois de décembre, la population aille... Donc vous connaissez un dialogue si on n'arrive pas à avoir les élections dans le délai? Au stade actuel, on ne peut pas parler de dialogue. De toute façon, le cadre, nous sommes Congolais. Les Congolais peuvent échanger à tout moment. Dès la prise du pouvoir du chef de l'État, il avait déjà ouvert une voie à des discussions permanentes entre les différents acteurs politiques. Cette voie existe jusqu'aujourd'hui. Donc il n'y a pas de problème aujourd'hui s'il y a une discussion, échange entre les acteurs politiques de même pays pour voir de quelle manière régler des problèmes réels qui existeraient. Vous comprenez? Il n'y a pas de problème en ça. Mais il faudra plutôt travailler dans le sens que nous respections les délais constitutionnels et que au plus tard, 90 jours avant... Les détracteurs du président Tshisekedi disent que le pouvoir en place est en train de préparer des fraudes électorales. Ça, ce sont des préjugés. Fraude électorale sur base de quoi? Ce n'est pas le pouvoir en place qui organise les élections, c'est la CENI qui organise les élections. Preuves selon lesquelles... Et les gouvernements, vous avez vu là, les gouvernements, la CENI est en train de réclamer, le gouvernement lui donne le moyen. Donc, le gouvernement donne le moyen, et la CENI organise les élections. La CENI organise les élections. Comment est-ce que
C'est un peu ce qu'on a vécu en 2018 aussi, cette CENI de Nanga qui était dit Nanga c'est un kabyliste, Kadima c'est un Tshisekedi, c'est pratiquement, on a l'impression que c'est une... Je ne pense pas qu'il faut voir les choses de cette manière. Bon, d'ailleurs, il ne faut pas voir les choses de cette manière. Bon, Nanga, le président honoraire de la CENI, a organisé des élections. Il y a eu un opposant qui a été élu. Donc on peut bien raconter tout ce que l'on peut dire. Il pouvait également manigancer pour que le président du FCC, comment je veux dire, les candidats du FCC soient élus. Mais certainement, c'était compliqué à gérer. C'est compliqué. Donc, vous savez, l'évidence est toujours difficile à changer. Compromis à l'africaine, comment vous réagissez par rapport à ça? Bon, vous savez, l'Occident, l'Occident cherche toujours un peu à minimiser, comme le chef de l'État a dit, avoir une attitude paternaliste, mais ces histoires doivent finir. Aujourd'hui, vous savez, il y a eu élection aux États-Unis, je crois que ça doit être l'élection de Bush, où on a fait plus d'une semaine ou 2 semaines pour avoir les résultats qui donnaient déjà la victoire à l'adversaire de Bush, je crois, si j'ai bonne mémoire. Mais les grands électeurs, il y a eu un chambardement à ce niveau-là. Et les choses avaient totalement changé. Bon, on avait compris qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées. Mais vous comprenez, la question électorale, c'est une question très sensible, qui exige beaucoup de finesse, beaucoup de maturité et beaucoup de finesse politique, si je dois le répéter encore un peu. Donc, c'est pour dire que... Finesse politique, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez transmettre en disant ça? Non, beaucoup de finesse, c'est-à-dire délicatesse. Beaucoup de délicatesse. C'est comme si tu es en train de porter un œuf. Hein, tu dois, en portant cet œuf-là, tu dois faire très attention. Moindre erreur, si ça tombe, l'œuf va se casser. C'est la question électorale. Vous gérez mal la chose, les conséquences sont terribles parce qu'il peut y avoir des soulèvements, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir toutes ces choses. Donc, excusez-moi, voilà pourquoi je parle de la délicatesse, la sensibilité de cette question électorale. Il ne faut pas que les gens lancent le message comme ça à la population quand il s'agit de cette question, parce qu'il suffit d'un petit message un peu à côté. Ça peut avoir des conséquences qui ne sont pas intéressantes. Mais justement, Corné Nangaa, ancien président de la CENI, qui remet en cause ce processus électoral, qui dit même que les chiffres qu'avance la CENI sont des faux chiffres. La CENI parle de 34 millions d'enrôlés depuis le début, mais le président de la CENI dit, en tout cas, compte tenu du temps qui a été mis en place... Sur base de quoi il parle de faux chiffres? Déjà, lui n'est pas un exemple, un bon modèle à présenter. Ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas le moment pour lui de faire cette... il remet en question, il dit que c'est possible, n'est pas crédible. C'est pas crédible. Pour lui, ces irrégularités amèneraient à quelque chose qui n'est pas... Tu sais, quand tu as fait quelque chose et que tu reviens critiquer une personne qui occupe la même fonction que tu occupais autrefois, les observateurs, quand ils regardent, la réaction qu'ils peuvent avoir, c'est que tu es en train de regretter, en fait, si tu veux rentrer là, au même poste, en fait. C'est un peu ça. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas la bonne personne. Au stade actuel, il devait se taire, observer, surtout qu'il a créé son parti politique, donc c'est devenu un acteur politique. C'est pour dire déjà que dans sa conception, dans sa tête, il n'avait aucune neutralité parce qu'il était déjà politicien. Vous comprenez? Parce que s'il ne l'était pas, il allait rester œuvrer dans la société civile jusqu'à aujourd'hui. Mais comme il était, donc son essence de départ est revenue et qu'il a créé ce parti politique. D'accord. Mais justement, toujours par rapport à ça. La gorge est devenue un peu sèche. Je crois qu'il me faut de l'eau. D'accord, on comprend. Mais justement, toujours en rapport avec les élections, vous avez suivi le président français passer ici. Il a aussi été un peu dans le même sens que les autres disent que les Africains, les Congolais doivent s'entendre eux-mêmes, trouver la solution par rapport à leurs problèmes au niveau interne, au niveau des élections. Est-ce qu'aujourd'hui, la classe politique est-elle divisée par rapport au processus électoral? Bon, la classe politique... divisée, je dirais non, mais il y a des diversités politiques, des options qui sont différentes. Nous sommes tous les Congolais, vivant dans une même nation. Du reste, déjà, nos traditions
avait une façon de régler les problèmes. Donc aujourd'hui, nous avons hérité la démocratie, qui est une culture qui n'était pas nôtre. Donc on est en train d'apprendre, d'adopter une culture compte tenu des influences externes. On est dans cette façon de faire, mais nous ne sommes pas des ennemis, mais il y a plutôt des divergences de point de vue. Il y a la divergence de vue des uns et des autres. Lamouka voit les choses de sa manière, Ensemble pour la République voit les choses de sa manière, et tel autre voit les choses de sa manière. Mais en réalité, les différentes vues devaient nous amener à voir l'intérêt du Congo. Si tout le monde, dans sa divergence de vue, voit l'intérêt du Congo, nous tous, nous allons aboutir vers un bon résultat. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, est-ce que nous voyons tous l'intérêt du Congo? Dans les contextes qui est nôtre, où le chef de l'État, en fonction, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lance un appel à l'unité, à la cohésion, lance un appel pour que nous puissions tous mettre ensemble pour bouter l'ennemi dehors. Dans ces contextes-là, nous devons nous dire, écoutez, on doit tous être ensemble. Tu ne verras pas aux États-Unis un terroriste vienne menacer les États-Unis. Tu ne verras pas, si les républicains sont au pouvoir, tu ne verras pas les démocrates, je ne sais pas, déstabiliser les actions du gouvernement pour mettre ces terroristes-là dehors. Tu ne le verras pas. Ils vont s'unir à un certain moment pour qu'ils résolvent ces problèmes, parce que c'est l'Amérique. Nous devons avoir le même comportement. Nous devons mettre nos égos à côté pour voir le Congo. D'abord, le Congo d'abord. Voilà. Parlons de la question de l'insécurité. Vous avez suivi le cardinal Fridolin Mbongo se prononcer là-dessus. Il dit que si le malheur s'abat sur le Congo, c'est parce que les fils du pays ont signé des accords qui nous endeuillent, qui nous plombent. Quel est votre point de vue? Bon, évidemment, il n'a pas trop tort à un moment. Vous savez qu'à l'entrée de l'AFDEL, il y a ce qu'on appelle l'accord de l'Émirat, qui existe, ces accords-là qui ont circulé dans les réseaux sociaux, on connaît, où il y avait un groupe de personnes qui avaient donné la possibilité d'avoir plus de 300 kilomètres pour repousser la frontière du Congo. Il y a eu ces accords qui existent. La personne, les députés qu'on a arrêtés aujourd'hui, Mwanga Tchouchou, c'est la même personne qui, à un certain moment, a signé des accords avec le pouvoir sortant. Quand il fallait avoir des négociations entre le gouvernement et le CNDP, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est lui qui représentait cette force-là. C'était un certain 23 mars. Et à l'issue de cette signature, il y a un autre mouvement qui est né de 23 mars, qui est ce que nous vivons aujourd'hui, le mouvement de 24 M23. M23, c'est le même mouvement. Donc, effectivement, il y a eu des enfants égarés qui ont signé ces accords dans les temps, qui nous mettent dans la situation aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui, et que le chef de l'État subit les conséquences. Et c'est grâce justement à sa vigilance, à sa discipline, qu'on est en train aujourd'hui de découvrir, d'identifier des personnes qui sont ancrées. Vous savez, moi je lis la Bible. Ces genres de personnes, elles sont au nombre de combien dans Je ne sais pas, la justice fera son travail. Moi, je lis la Bible. Je suis un chrétien né de nouveau et je passe mon temps à comprendre et à lire la parole de Dieu, parce que la politique aussi, il y a des grandes notions, de grands principes politiques dans la parole du Seigneur. Et un jour, l'apôtre Paul se retrouve... il y avait un problème vers l'île de Malte là-bas. Ils étaient dans un bateau et puis bon, les vents, tout ça, ils se sont accostés difficilement sur l'île de Malte. Et quand ils sont arrivés à cet endroit, ils ont trouvé un peuple qu'on appelle le barbare. Ce peuple-là était assis autour du feu et tout le temps qu'ils étaient là, dans ce feu-là, il y avait un serpent qui était sous la broussaille qui était là. Le serpent était là. Mais quand l'apôtre Paul est arrivé, il a pris encore d'autres broussailles, il a ajouté, le feu s'est attissé. C'est attissé une forte intensité. Dans le même feu, un serpent est sorti de ce feu-là. Et pourtant, le peuple qui était là depuis longtemps avait gardé ce serpent dans sa zone de confort. Il avait une température qui lui permettrait d'être à l'aise dans ce feu-là. Mais quand l'apôtre Paul est arrivé, il a accentué ce feu-là.
Et le serpent est sorti. C'est exactement la même chose. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, arrive. La pression diplomatique, la stratégie militaire, politique, les actions efficaces dans l'assainissement de l'armée. Et voilà, aujourd'hui, les serpents sont en train de sortir. On les identifie. Les mêmes personnes qui ont été dans tous les gouvernements, dans tous les systèmes politiques. Le Kabila père, il était là. Kabila fils, il était là. Et aujourd'hui, cette personne occupe des fonctions, avait des fonctions importantes, député national, la possession des grandes surfaces de terre, tout ça, l'exploitation de minerais. Et la personne là était là, elle vivait aux yeux, au vu de tous. Mais il fallait qu'il y ait un président, Félix-Antoine Tshisekedi, pour qu'il dise non. Et aux cette personne, et aux arrêts aujourd'hui. Criez, dites tout ce que vous voulez. La justice est indépendante. Oui, mais la justice est indépendante, la justice a fait son travail. Oui. Mais vous savez que la justice peut vouloir... Ce qui fait la différence aujourd'hui, le président Félix ne couvre pas les gens. On ne couvre pas les gens. Vous avez vu, même les personnes les plus proches, à lui, ces personnes ont été arrêtées, interpellées. Quand vous commettez un forfait, on vous arrête tout de suite. Si vous commettez un forfait, que la justice a besoin de... Il ne vous couvre pas, il ne vous protège pas. Ce n'est pas son travail de protéger les gens, c'est ton intégrité, ton sérieux dans le travail qui va faire à ce que tu restes là ou que tu bénéficies de la crédibilité, de la confiance des uns et des autres. Donc, aujourd'hui, personne ne peut se dire que moi, je suis un intouchable. Il n'y a pas. Personne ne peut se dire que je suis un intouchable. Parce que si les personnes les plus proches, les personnes les plus puissantes de ces pays ont été touchées par la justice, mais qui es-tu pour que tu te dises que moi je suis intouchable? Ça n'existe plus dans ce pays. Vous comprenez? Alors, c'est toutes ces choses... Cette justice qui est rendue de façon, pour certains, qui friserait... Non, évidemment, il y a encore à faire. Il y a encore à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Il ne faut pas dire que tout est déjà fait. Tout est rose. Si on dit que tout est déjà fait, c'est pas vrai. Ça ne sert à rien. C'est pas vrai, c'est du mensonge. C'est faux. Il y a encore beaucoup à faire. Mais il y a un pas. Il y a déjà un pas. Il y a des personnes qu'on ne pouvait jamais imaginer sur cette terre qui pouvaient être pris par la justice. On ne pouvait jamais imaginer. Mais ça a été fait. Vous comprenez? Donc, c'est un début qui devrait s'améliorer dans les temps. Parce que... Malgré les inquiétudes de la société civile qui dit que ces arrestations ne changent pratiquement rien dans le fond. Bon, ça ne change pratiquement rien dans le fond, c'est une façon de dire, mais il y a une deuxième étape maintenant. Ça commence à changer dans les fonds. Alors, que faut-il faire pour que ça commence à changer dans les fonds? Il faut que tous ensemble nous réfléchissions, quand on arrête, quelle est l'action qui devra suivre après pour que ça change dans les fonds? Chacun a son rôle à jouer. D'abord, le président ne couvre plus, donc ce qui fait qu'il a joué son rôle. La justice interpelle ou procède, je ne sais pas, aux arrestations, je ne sais pas quoi, il a joué son rôle. Mais la prochaine carte, c'est qui devra la jouer? S'il y a du remboursement d'argent, s'il y a de ceci ou de cela, qui devra jouer ce rôle-là? Qui devra travailler pour qu'il y ait un impact concret? Chacun, c'est une chaîne. Chacun a sa responsabilité et devra le faire. Il faudra que le Congo arrive dans cette dimension où que chaque personne, dans n'importe quoi il se retrouve, soit à mesure de le faire. Si tu es ministre, tu es une autorité, gouverneur et autres, tu as ta responsabilité. Le chef de l'État donne son itinéraire pour arriver quelque part, dans une cérémonie. Mais toi, tu sors la nuit, tu bouches rapidement des trous pour que quand le chef de l'État passera, il ne se rende pas compte qu'il y avait des trous. En réalité, tu mens qui? Le chef de l'État va venir, peut-être il ne saura pas, mais ses services peut-être l'ont renseigné déjà. Quand tu as l'impression qu'il n'est pas au courant et tu règles ton problème rapidement, mais ses services peut-être seront au courant. Donc, est-ce que chacun devra prendre conscience de son rôle et le jouer pour que le pays aille de l'avant. La politique sécuritaire du président Tshisekedi, comment vous la trouvez? Quelle politique sécuritaire? La politique sécuritaire dans le sens où de ramener la paix dans les partis qui sont en insécurité. Vous savez, c'est un peu la décision la plus difficile à prendre quand on est commandant en chef, ou commandant suprême. C'est-à-dire, vous prenez une décision, disons par exemple que nous devons bombarder, mais dans ces bombardements, vous êtes conscient, quand vous avez des statistiques, on vous dit peut-être qu'on va déstabiliser l'ennemi, mais la population, il y aura au moins 10-15% de la population qui sera atteinte. Donc, s'il y a 1 million de personnes,
dans tes statistiques, là, il faut compter 150 000 personnes qui seront atteintes, c'est-à-dire qui vont mourir. C'est-à-dire, quand tu autorises, tu as sur ta tête la responsabilité de 150 000 Congolais qui vont mourir à cause de ces bombardements-là. Et c'est ça, justement, la délicatesse. Et quand tu vas bombarder, et c'est un peu ce que les gens ne comprennent pas de fois, et quand tu vas bombarder, les autres vont répliquer. Et quand ils vont répliquer, donc la guerre peut s'arrêter, comme elle peut se poursuivre. Donc voilà pourquoi Donc la dimension... Ces replis stratégiques, c'est pour épargner des vies humaines. Ça, oui, il peut épargner des vies humaines. Voilà pourquoi il y a toujours cette réflexion de trouver des solutions pacifiques, politiques, diplomatiques. D'abord, quand vous arrivez au bout, il n'y a plus, à ces moments-là, vous dites que non, pour l'intérêt suprême, la protection, je ne sais pas, on n'a pas d'autre choix, on le fait. Mais quand il y a encore la possibilité de le faire, mon frère, il faut le faire. Et puis, il ne faut jamais commencer une guerre quand tu n'es pas sûr de tes alliés. Il ne faut jamais commencer une guerre. Le Congo était dans une situation politique, isolée avec le monde entier. Pas de partenaires internationaux. Nous étions sous embargo militaire. Tout ça est levé. Tout ce que vous justement, dites, c'est levé. Justement. Et l'insécurité persiste. Oui, mais justement, ce sont des étapes. Quel est le problème? Non, mais justement, il y a des personnes qui s'enrichissent, qui sont heureuses de cette insécurité. Ils commencent à être découverts, une après l'autre. Et ils vont être découverts. Vous comprenez? Donc... Ça nous prendra des siècles. C'est vrai. Ça peut nous prendre combien? Ça a déjà pris beaucoup d'années. Ça a déjà pris depuis 1900, depuis l'entrée de l'AFDEL. Est-il pas une méthode beaucoup plus rapide de ramener cette paix? L'AFDEL est arrivé. Il y a des gens qui sont nés dans la guerre, qui ont grandi dans la guerre. L'AFDEL est arrivé ici. L'AFDEL est arrivé ici. L'armée rwandaise, les autorités rwandaises, le fils du Congo ont fait alliance. C'est justement ça l'essence du message cardinal. Le fils du Congo ont fait alliance avec les adversaires qui sont entrés au Congo ici. Ces gens-là ont géré notre administration. Ces gens-là se sont intégrés dans notre communauté. Et ces gens-là sont encore positionnés, sont infiltrés. C'est pas facile de les démasquer. Et après et de les retirer facilement de président Kabila le père. Kabila père a contribué à cette insécurité que nous connaissons. Il est entré avec l'adversaire au pays. Mais évidemment, il a pris le courage à un certain moment de se repentir, leur dire de partir. C'était trop tard. Et c'était trop tard. Mais évidemment, il y a eu 18 ans où ces gens se sont installés. Ils se sont installés. Voilà pourquoi je parlais de l'exemple du serpent. Ils sont au cœur de... Je leur parlais de... C'est-à-dire, ils étaient dans leur zone de confort. Ils ont vécu dans leur zone de confort. Pendant 18 ans, ils se sont installés. Ils sont entrés dans les systèmes fonctionnels. Ils se sont impliqués. Ils sont entrés par-ci, par-là. Ils mangeaient calmement et ils puisaient les richesses du Congo calmement. Voilà pourquoi il y avait ce qu'on appelle les soi-disant accalmies de M23. Parce qu'ils étaient confortables dans leur consommation. Maintenant, le chef de l'État, un leader responsable, vient et il dit non, vous n'êtes pas chez vous. Il faut que le Congo retrouve sa totalité, son intégrité totale. Et c'est ça les grands problèmes. Et c'est là la grande bataille. Maintenant, le débat sur terrain, on veut changer les données pour donner l'impression que les grands travails, le chef de l'État a fait tel ou tel pour que... Non. Apparemment, vous en entendez parler, c'est pratiquement très très dur de rétablir la paix. Ce n'est pas facile de rétablir la paix. Vous n'allez pas demander à une personne qui arrive. D'abord, c'est un civil. Ce n'était pas un militaire. Le chef de l'État n'est pas un militaire, c'est un civil. Il arrive au pouvoir, il remplace quelqu'un qui a été militaire, qui est venu avec une armée mixée, qui avait une armée parmi lesquelles il y avait des personnes qui venaient de la rébellion, qui sont entrées, une confusion totale au sein de l'armée déjà. Et vous remplacez cette personne-là comme le premier civil de la République. Après... Mais ces personnes-là qui sont entrées avec... Ces personnes-là qui sont venues avec Joseph Kabila, elles sont connues, elles sont là. Qu'est-ce que la justice attend pour
Pour raison d'enquête, justement. Même pas arrêter ces gens-là. Toi et moi, nous ne savons pas. Peut-être ils sont avancés dans leurs enquêtes. On le saura. Est-ce que tu savais qu'on allait arrêter ces députés-là? Tu ne savais pas. Tu as vu à la presse, il a été arrêté. Le service des renseignements font leur travail. Ils ont leur tableau. Ils les font minutieusement. Quand ils remplissent toutes les preuves, ils les font sortir. On interpelle, on arrête la personne. Donc, merci beaucoup. Comme je dis tout à l'heure, le problème du Congo est très profond. Il faudra que quand on en parle avec beaucoup de responsabilité et beaucoup de sérieux. Surtout que ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas, c'est beaucoup plus... peut-être qu'il y a un écart. Alors, deuxième partie de l'émission, ce sont les commentaires que vous allez faire par rapport à toutes ces propos tenus par les politiques. Je commence par Moïse Katumbi, qui dit « Hier, les Kenyans, aujourd'hui les Sud-Soudanais, qui eux-mêmes font appel aux Ougandais pour leur sécurité. À quoi ajoutons ? Arrêtons de réduire nos FARDC à une force assistée. Le seul appui dont notre armée a besoin, ce sont des moyens et un allié stratégique irréprochable. » Là, il fustigeait. Bon. C'est qui cet allié stratégique? Il partage cet allié stratégique. C'est facile de dire il nous faut un allié stratégique, mais c'est qui? S'il lui connaît cet allié stratégique, ils disent que voilà, je propose tel allié. Vous savez, les États-Unis, c'est la plus grande puissance du monde, n'est-ce pas? Mais les États-Unis, pour aller en guerre, ils regroupent l'OTAN. Pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait? Pour regrouper tout le pays de l'OTAN et qui l'accompagne. Parce que tu ne peux pas t'engager dans une guerre sans te rassurer de tes alliés, de tes vrais... Malgré ta puissance. Mais justement, la puissance, nous en avons. Nous avons nos forces armées qui sont suffisamment équipées, qui sont de dignes fils, qui sont de vaillants soldats. Nous les avons. Et pourquoi est-ce qu'alors aller chercher des forces étrangères pendant que nous avons une armée qui est forte? Non, nous savons également, au sein de ces forces armées, pendant plus de 18 ans, il y a eu des infiltrés. Nous les savons. Nous les savons. Nous les savons. Mais aujourd'hui, le président d'ensemble qui tient ces discours, qui ne connaît pas son passé? Qui ne connaît pas son passé? Qui ne connaît pas toutes les actions au Katanga, les enrichissements de telle ou telle autre manière? Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas toutes ces choses-là? Enrichissement illicite. Ce n'est pas... Oui, mais ce n'est pas... Je pense qu'aujourd'hui, pour le problème du Congo, il y a des personnes qui doivent se taire. Laisser au moins la place à ceux qui ont un minimum de propriété pour arriver à donner leurs avis ou à critiquer. Mais il y a certaines personnes, quand ils se mettent à critiquer, déjà, il n'est pas un exemple, un modèle. Et dans la gestion, et dans toutes les questions, là, ce n'est pas un modèle à suivre. Moïse Katumbi n'est pas un modèle. Voilà. Vital Kamerhe, réaction de Vital Kamerhe qui dit « Nous devons préconiser un dialogue franc entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. » Bon, le dialogue franc, le chef de l'État a toujours été franc dans les échanges qu'il a eu. Quand il est arrivé au pouvoir, il a consulté tous les acteurs politiques, tout le pays frontalier. Il a dit lui-même, le 9 pays frontaliers les a consultés, tout ça, pour que, effectivement, la paix soit durable pour les uns et les autres. Il a adhéré à toutes ces organisations régionales pour essayer de garantir cette stabilité. C'est les autres qui ne sont pas francs et sincères. Ils ont d'autres ambitions et ils veulent fragiliser notre pays. Voilà pourquoi nous prenons des dispositions pour que, si c'est sur le plan militaire qu'il faudra le mettre dehors, on y arrivera, on finira par y arriver. On finira par y arriver. Christophe Mbosoko Diapwanga, au cours d'une plénière à l'Assemblée nationale, dit « Vous, les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés. » Votre réaction? Effectivement, ça commence déjà à se faire voir, à se faire découvrir, en fait. On les découvre. Il y a les députés qui étaient des financiers des groupes armés. On commence à les arrêter déjà. Donc, peut-être, après sa déclaration, il avait peut-être donné les informations qu'ils avaient. Parce que le service des renseignements, quand tu fais une déclaration, ils vont te poursuivre jusqu'à la fin pour que tu te dises « Donne-nous les éléments ». Bon, je ne sais pas la suite comment ça s'est passé, mais du moins, nous constatons qu'il y a des personnes qui étaient dans les systèmes, comme députés et autres, qui commencent à être arrêtés. C'est déjà un bon signe.
C'est déjà un bon signe, ça prouve que demain on pourra en Ouais. arrêter davantage. Et ceux qui sont, pour qui sont encore là, ils comprennent, ils vont se rendre compte que on commence à arrêter, ils commencent à se replier un peu, mais on finira par les avoir. Parce que le Congo est un et indivisible. Il restera un, ce Congo ici. Comme le pasteur Kofo avait dit, avant qu'il aille aux États-Unis, en exil, tout ça, comme il avait dit, quelle que soit la situation et les années, si aujourd'hui on n'arrive pas à récupérer nos terres, nos enfants, nos petits-enfants récupéreront le centimètre carré qui sera pris par qui que ce soit. Et là, c'est une prophétie d'un grand serviteur de Dieu et avec l'orgueil, l'esprit, l'orgueil personnel congolais, on ne laissera pas même un centimètre carré de nos terres gérées par une tierce personne. Ça reviendra au Congo. La persistance de l'insécurité dans notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral. Félix Tshisekedi. Effectivement, il a été vrai pour que chaque acteur politique joue son rôle. La CENI joue son rôle, l'Assemblée nationale joue son rôle, et que tout le monde se dise, effectivement, il faudra que là où je suis informé, pour que ça ne dérange pas, je joue mon rôle, de manière à ce que la question qui pourrait être un blocage soit levée. Il a dit vrai. C'est lui, justement, qui voit plus loin et qui met sur la table la base des différents problèmes. Mais il y a cette dualité dans les relations internationales, cette double manière de faire les choses. D'une part, la Russie agresse l'Ukraine, comme le disent les grandes puissances, et la Russie est sanctionnée par plusieurs États. Et d'autre part, le Rwanda, il y a même des rapports qui attestent bel et bien que le Rwanda est le pays agresseur, mais le Rwanda n'est pas sanctionné. À quoi cela est dû? Vous comprenez que quand tu es en train de débattre avec un enfant, ça je te dis, quand tu te bats avec un enfant, un plus faible que toi, un plus jeune que toi, tu vois que ce jeune homme-là, il est arrogant, il te tient de propos, dis-toi que derrière lui, il y a une personne. Ça, c'est le principe. Donc, le problème, ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda, c'est un système dans lequel des personnes se retrouvent. Le Rwanda, c'est un État pion. C'est un État pion derrière lequel se cachent beaucoup de forces. Alors, si toi, d'une manière... Voilà pourquoi je te parlais tout à l'heure de la dimension stratégique, politique et diplomatique. Si toi, d'une manière, comme dit Alingala Ngulungulu, d'une manière Ngulungula, tu te lances à faire une guerre, tu auras toutes ces personnes-là qui sont derrière, qui vont, en réalité, qui vont te... Le Congo est en guerre avec tout le monde, en fait. Alors, maintenant, dans la stratégie du chef de l'État, il joue une diplomatie agissante forte pour que les mêmes personnes-là, d'une manière officielle, se prononcent en soutien au Congo, et petit à petit, ils les isolent. Ils le font des alliés pour que le jour où il prendra l'option de frapper, qu'il n'y ait personne qui puisse intervenir de l'autre côté. Et ça, il faut avoir une finesse intelligente pour le faire. Sinon, tu vas en guerre, ces petits-là que tu négliges, tu ne comprends pas, paf, il te fait un truc là, tout le monde, imagine que tu te bats, tu roules en les petits te mettent à terre. Non seulement tu seras humilié, tu as honte, et puis le respect est fini pour toujours. Donc, aujourd'hui, nous sommes quand même les grands Congo. Il faut que quand on s'engage dans une action, dans une guerre, la finalité, on doit gagner. Et on a fait un premier test avec quelques bombardements seulement. Vous avez vu comment il y avait désolation. EAC allié, la force de l'EAC allié ou non, l'EAC n'a rien à voir comme allié. L'EAC, c'est un engagement, un plan de sortie des crises qui a été proposé par les forces régionales. C'est un plan de sortie des crises. Et au stade actuel, ces plans-là, tout le monde constate qu'il n'est pas respecté. Qui ne respecte pas, tout le monde est conscient, c'est le Rwanda qui n'a pas respecté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, il faut amener la chose jusqu'au bout. Pour qu'aujourd'hui, hier,
tout ce que le Congo pouvait poser Mais comme entre-temps, acte les gens sont continuent de condamnés. mourir. Oui. Les populations déplacées, les enfants qui ne vont plus à l'école, les femmes c'est- violées. C'est Jusqu'aux dommage. Acons. Jusqu'aux Acons. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Les gens sont en train de mourir. Les enfants ne vont pas à l'école. La situation est intenable. Mais c'est une situation qui aujourd'hui qui a plus de 20 ans, 25 ans, à cause de personnes comme ces députés qu'on a arrêtés là. À cause de personnes comme ces Congolais-là qui avaient accepté d'entrer avec l'AFTEL ici pour faire partie Mobutu. À cause de toutes ces personnes qui ont fait alliance avec les forces extérieures et qui ont vendu le pays. À cause de toutes ces personnes-là, nous sommes dans cette situation aujourd'hui et le président Félix est en train de se battre pour nous faire sortir. Il ne pleure pas. Vous n'avez pas Il ne été. se plaint pas. Vous n'avez été. Mais il est en train de travailler pour trouver la solution. Vous n'avez été capable ni de restaurer la paix de votre pays, ni l'administration, ni la justice dans votre pays. Ça, c'est Emmanuel Macron. Bon, il a fait son show. Il a fait son show. D'abord, je suis désolé de le dire, hein. Bon, c'est un problème d'éducation aussi. Hein. Je suis désolé de le dire. C'est un problème d'éducation. Comment vous dites ça? Oui, c'est un problème d'éducation. Vous savez, Emmanuel Macron. c'est un problème d'éducation. Un problème d'éducation. Ouais, c'est un problème d'éducation parce qu'on ne peut pas tenir de propos comme ça, Oui. sans angle, auprès d'une personne qui te reçoit d'abord. Vous comprenez? Vous avez vu la sagesse, l'essence d'éducation, le respect de l'autre que le chef de l'État avait. Il a dit de messages vrais, directs, au président français, mais avec respect et considération. Mais l'autre disait des messages avec mépris et manque de respect et de considération. Et là, ce n'est pas normal, ce n'est pas correct. Donc, vous comprenez, ça l'a rattrapé. Mais tout ce qu'il a rendu comme propos chez lui là-bas, tout le monde le ramasse par rapport à ce qu'il a dit. Mais ça l'a rendu petit au lieu qu'il soit beaucoup plus grand. Les propos qu'il a tenus, bon, ça n'engage que lui, mais je pense qu'il ne devait pas avoir un langage. Je ramène ça justement, s'imaginant être, je ne sais pas, beaucoup plus grand, comme étant le maître du monde ou des continents, je ne sais pas quoi. Mais ça l'a rendu beaucoup plus ridicule. On va finir avec une dernière question, un dernier propos. C'est l'ancien président américain, Abraham Lincoln, qui dit « Un homme d'État est celui qui pense aux générations futures. Un homme politique est celui qui pense aux prochaines élections. » Est-ce qu'au Congo, y a-t-il des hommes d'État? Je suis content de cette, parce que le Parti Orange, parmi le principe, ce repère de gestion, le 7e point cardinal, on nous dit l'essence de l'héritage. L'essence de l'héritage, c'est-à-dire la préparation de la succession. Le Parti Orange ne considère pas les pouvoirs comme un objectif, mais le Parti Orange considère le pouvoir comme un moyen d'atteindre un objectif. Effectivement, un homme d'État réfléchit comme ça, comme le Parti Orange réfléchit. C'est-à-dire, le pouvoir n'est pas un objectif, le pouvoir c'est un moyen. Quand le pouvoir est un objectif, tout ce que tu vas faire, c'est pour le pouvoir. C'est ça l'homme politique. L'homme politique, il met en place le mécanisme qui lui permette d'être au pouvoir et d'y rester, quelle que soit la situation. Mais un homme d'État, il a une vision pour son peuple, il a une vision pour sa nation, et il s'est dit, pour matérialiser cette vision-là, j'ai besoin d'avoir le pouvoir, la capacité d'agir et de travailler. Et quand il a le pouvoir, il matérialise sa vision. Et en matérialisant sa vision, il prépare la succession, la relève, pour que cette vision-là aille de génération à génération et que la population, le peuple justement, vive son changement de tous les jours. Avons-nous des hommes d'État au Congo? En tout cas, ils sont à compter. Les hommes d'État, je vous dis avec toute la sincérité, quand je vois tous les calculs politiques qui se font, les hommes d'État sont très rares. Mais nous avons justement la grâce aujourd'hui d'avoir un chef de l'État
qui réfléchit par rapport à l'avenir, par rapport à la succession, par rapport au lendemain du Congo, et qui aujourd'hui pose des actes. Il pouvait faire des shows politiques, hein. Il pouvait faire des shows économiques aussi. Il pouvait le faire. Mais les actions qu'il pose, ce sont des actions qui iront dans le sens de poser des bases. C'est un homme d'État. C'est un homme d'État, de poser des bases pour le développement du Congo. Vous savez, ces projets de 145 territoires aujourd'hui, une fois, ça a déjà commencé à fonctionner, mais une fois ça a atteint sa vitesse de croisière, le Congo va entrer dans son véritable développement. Les projets de 145 territoires ici. Si vous n'avez pas encore lu ça, un projet salutaire. C'est un projet salutaire pour le développement de l'ensemble du Congo. Et tout le monde, même l'emploi, quelqu'un qui est en Kuboko, quelqu'un qui est à Ngamadjoko, quelqu'un qui est je ne sais pas dans quel endroit, cette personne va trouver de l'emploi là-bas. Il n'aura pas besoin de venir à Kinshasa. Cette personne va avoir la possibilité de faire ses transactions financières là-bas. Cette personne va avoir besoin, va développer son économie, son commerce là-bas. Cette personne n'aura pas besoin de venir à Kinshasa. Il va étudier là-bas. Il aura tout là-bas. Elle aura tout là-bas, cette personne. Mais c'est une vision extraordinaire. Vous comprenez? Mais une personne qui est politique va faire sa cartographie politique. Il va se dire, voilà, il y a une forte densité de la population ici. Je me concentre là. Si j'ai 55% de la population qui me vote ici, de toute façon, je les gère là. Si j'ai autant là-bas, ça me fait, je vais passer. Ça, c'est un homme politique, avec ses calculs. Un homme d'État. Pense aux générations. Face aux générations futures. Merci beaucoup. Il bâtit une nation forte parce qu'il sait qu'après son pouvoir, il y a une nation qui est déjà fortement bâtie, ça lui donne la facilité, les opportunités, lui-même également de se développer correctement. Merci beaucoup, M. Fillon Ndoboni, président du parti Orange, un allié de taille à l'UDPS et membre de l'Union sacrée de la Nation. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est une des rares sorties médiatiques que vous avez faites en 2023. Ouais, bon, prenez ça comme tel, hein, mais de toute façon, quand il y a toujours possibilité de dire quelque chose, il faut le dire. Il ne faut pas passer pour dire, raconter sa vie. Il faut raconter des choses qui peuvent aider la population à aller de l'avant. Et voilà, merci pour l'invitation, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup, M. Fillon Ndoboni. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. En tout cas, Face à l'opinion se poursuit et prochainement, nous recevons une grosse peinture, comme M. Fillon Ndoboni, et pourquoi pas de l'opposition aussi, parce que nous avons reçu pendant un moment des cadres du pouvoir, comme M. Fillon Ndoboni. Nous vous disons au revoir, portez-vous bien et que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.